Bonjour tout le monde et joyeux 1er mai, joyeuse fête des travailleurs et non pas fête du travail comme c'est trop souvent dit. Parce qu'en effet, le 1er mai, le 1er mai est associé aux grands cortèges syndicaux tous les 1er mai et à la lutte. Et en tant que passionné par l'histoire ouvrière, c'est forcément un aspect qui m'intéresse. Pourquoi le 1er mai est la fête des travailleurs? Depuis quand? Essayons de répondre à ça. C'est une journée qui est associée à la lutte pour la journée de 8 heures, qui était la grande lutte du mouvement ouvrier pendant une partie du 19e siècle et au début du 20e siècle. Ça vient des États-Unis, lorsque en 1886, il y a à partir du 1er mai des grèves et des grandes manifestations qui ont lieu. Il faut savoir que le congrès de l'American Federation of Labor avait décidé en 1984 de donner 2 ans aux entreprises américaines pour mettre en place la journée de 8 heures, en mettant comme date butoir le 1er mai, qui était la date prise par pas mal d'entreprises dans le pays pour débuter leur année comptable. Et donc, voilà, en disant clairement, si à cette date-là, la journée de 8 heures n'est pas appliquée, on se mettra en grève, on va manifester. Et une partie des entreprises des États-Unis vont accepter, mais beaucoup non. Du coup, à partir du 1er mai 1986, il y a des manifestations, il y a des grèves qui vont se dérouler pendant plusieurs jours, et elles vont faire l'objet de répression, et le 3 mai, cette répression va être très violente et sanglante. 3 ouvriers vont être tués. Du coup, le lendemain, une grande marche est organisée pour protester contre cette répression, et durant celle-ci, une bombe est lancée sur les policiers, et ça va en tuer un. Ça va être suivi de nouveaux affrontements qui vont provoquer la mort de plusieurs manifestants et de plusieurs policiers. Cet événement va choquer une partie de déjà toute l'élite, la bourgeoisie du pays, la presse, et il faut des coupables, il faut des condamnations. Et comme on ne sait pas qui est coupable, on décide de prendre des militants connus dans le milieu, des militants anarchistes qui sont jugés dans un procès bidon. Même le procureur reconnaît qu'on n'a aucune preuve de leur culpabilité et ils vont être reconnus innocents par la suite. Mais ils sont jugés, condamnés à mort. Il y a 4 anarchistes ainsi qui sont exécutés. Malgré des mouvements de soutien internationaux, ça ne va rien changer. Ils seront mis à mort. Le 11 novembre 1886. Et du coup, ils vont devenir des martyrs pour le monde ouvrier et pour tout ce qui est la lutte. D'ailleurs, la citation d'un d'entre eux va être prémonitoire à ce niveau-là, puisqu'il va déclarer « Le jour viendra où notre silence sera plus puissant que les voix que vous étranglez aujourd'hui. » Quant aux policiers qui ont tué des manifestants, ils ne seront eux de leur côté jamais inquiétés. Du coup, cette journée qui est maintenant symbolique va être reprise. À partir de 1889, il y a la Seconde Internationale qui est à ce moment-là récente, qui tient une réunion à Paris, qui est aussi là pour fêter le centenaire de la Révolution française. Et lors de cette réunion, il est décidé de faire une journée de mobilisation mondiale pour revendiquer la journée de 8 heures. Et il faut du coup une date. Et à ce moment-là, le 8 mai est choisi pour plusieurs raisons. Déjà, du coup, parce que c'est déjà associé à un moment de lutte pour la journée de 8 heures. Parce que c'est associé à un martyr du monde ouvrier, de la lutte ouvrière. Et aussi parce que voilà, c'est dans l'année bien placée, c'est le printemps, donc c'est bien pour manifester, c'est un peu un symbole de renouveau. Donc tout ça s'associe pour que cette journée soit choisie comme journée de lutte pour la journée de 8 heures. Et ça, c'est proposé notamment par Jules Guesde, qui était un des leaders du mouvement socialiste à cette époque, en France. Et donc on décide que ça va être le 1er mai de l'année suivante, en 1890, la première journée des travailleurs, la première manifestation en France. Ça ne rencontre pas forcément l'appui de l'ensemble du milieu socialiste, ouvrier, anarchiste du pays. Certains sont plus réticents, considérant que ça va faire un flop. Mais finalement, c'est quand même un succès. Les cortèges sont importants, ça surprend une partie de ces militants-là, ça surprend également la bourgeoisie. Et vu ce succès, alors en France important, dans les autres pays c'est mitigé, ça dépend des pays. Mais globalement c'est un succès. Mais comme la journée de 8 heures n'est pas obtenue, mais que la mobilisation fonctionne, on décide de recommencer chaque année, au moins jusqu'à ce que la journée de 8 heures soit obtenue, mais également jusqu'à faire avancer, à partir de ces dates-là internationales, les droits des travailleurs. Donc en 1891, nouvelle grande manifestation, nouvelle grande journée, avec cette fois l'appui beaucoup plus unanime du mouvement ouvrier français. Et ça inquiète la bourgeoisie, qui craint la canaille révolutionnaire, la chienlit, comme dirait le général de Gaulle. Du coup, les forces de l'ordre sont déployées, la police, l'armée, la gendarmerie, pour maintenir l'ordre bourgeois, réprimer les manifestations, et à Fourmilly, ce jour-là, la répression va être sanglante. Il va y avoir des tensions toute la journée entre la police et les manifestants. Et à un moment, l'armée va ouvrir le feu. Et ça va tuer 9 personnes et faire 35 blessés. Cet événement a un fort retentissement en France. Et ça contribue aussi à faire du 1er mai une journée symbolique. C'est la journée de ces martyrs-là aussi. C'est également un événement qui va nourrir l'antimilitarisme du mouvement ouvrier français. C'est un événement qui va aussi être débattu à l'Assemblée nationale, notamment par Clémenceau, qui va dénoncer ce qui s'est passé. Alors c'est un peu hypocrite lorsqu'on sait qu'une quinzaine d'années plus tard, il va être ministre de l'Intérieur et réprimer des mouvements sociaux, mais il va déclarer du coup à l'Assemblée nationale « Ces femmes et ces enfants dont le sang a pour si longtemps rougi le pavé, il y a quelque part sur le pavé de Fourmi une tache innocente qu'il faut laver à tout prix. Prenez garde,
les morts sont des grands convertisseurs, il faut s'occuper des morts. Et ben, au final, ben, la justice va s'emparer de l'affaire, mais c'est les manifestants qui vont être condamnés. 9 d'entre eux vont se voir infliger des peines de prison allant de 2 à 4 mois pour entrave à la liberté de travail et violence envers agents, ainsi que rébellion. Et plus tard, Hippolyte Culin et Paul Lafarge vont être condamnés pour être organisateurs de cette journée de manifestation qui est illégale. En effet, à l'époque, bah, c'est pas une journée institutionnalisée. Il n'y a pas de jour férié. Il faut se mettre en grève pour pouvoir y aller parce que sinon, bah, tu vas travailler. C'est une journée qui est vue comme une journée de révolte, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Après, parmi les premiers mai symboliques, il y a également celui de 1906, qui se déroule 2 mois après la catastrophe de Courrières. Terrible catastrophe, la plus grave catastrophe industrielle de France, une des plus graves de l'histoire du monde, lors de laquelle 1099 mineurs vont trouver la mort dans une explosion, alors qu'on associe parfois un coup de grisou, mais c'est probablement plutôt un coup de poussière. Enfin, sûrement un peu des deux. Il y a eu un coup de grisou qui a probablement enflammé de la poussière de charbon, provoquant un coup de poussière qui a provoqué la majorité des dégâts. Quoi qu'il en soit, c'est un événement traumatique. Ça choque le mouvement ouvrier, ça choque les mineurs. Surtout, bah, ça met en avant les mauvaises conditions de travail, les dangers auxquels sont exposés les ouvriers et les mineurs. Mais en plus, ce qui fait scandale, c'est que la compagnie minière a décidé d'interrompre les recherches et les secours pour reprendre le travail plus tôt, alors que par la suite, des mineurs vont réussir à sortir par eux-mêmes. Et on va se demander combien de centaines de mineurs sont morts après l'arrêt des recherches et qui auraient pu être sauvés. Donc ça va vraiment montrer à quel point le patronat met en avant son profit à la vie même de ses ouvriers. Et donc ça va choquer. Il y aura des manifestations, des grèves durant ces 2 mois. Donc ça va déjà préparer dans l'ambiance le 1er mai. La CGT décide aussi du coup d'en profiter pour faire un grand 1er mai pour la journée de 8 heures. Et avec aussi l'objectif du coup maintenant non seulement de la demander, mais de la mettre en place, c'est-à-dire de dire aux ouvriers, vous travaillez jusqu'à vos 8 heures. Par contre, quand vous avez fait 8 heures, vous arrêtez de travailler, vous sortez de l'usine, quoi que vous dise le patron. Donc c'est imposer la journée de 8 heures. Et il y a des tracts qui sont distribués, il y a des réunions publiques, il y en a 200 rien que dans la région parisienne, il y a une grande banderole qui est affichée au niveau du local national de la CGT. Bref, grosse mobilisation, c'est un gros succès ce 1er mai, mais ça n'obtient pas la journée de 8 heures. Il va falloir attendre 1919 pour qu'elle soit obtenue. Alors il y a la Première Guerre mondiale où les 1er mai sont un peu interrompus avec le contexte. Et en 1919, dans un contexte révolutionnaire, on a eu la révolution de 1917 en Russie, toute l'Europe de l'Est s'agite, il y a des mouvements en Allemagne, des grosses agitations sociales en France, des grosses manifestations qui se préparent donc pour le 1er mai qui est annoncé important. Et dans ce contexte, le gouvernement lâche et accorde la journée de 8 heures. Et décide de faire de ce 1er mai 1919 un jour férié. C'est la première fois que le 1er mai est un jour férié. Alors ça ne va pas le rester par la suite, il faudra attendre le Front Populaire pour que ça le redevienne. Mais à ce moment-là, ce jour-là est donc un jour férié pour ainsi... il s'agit en fait un peu de relâcher la pression, la soupape révolutionnaire, déjà en accordant des droits sociaux, mais aussi en faisant que ce 1er mai se passe bien, puisque beaucoup de gens allaient y participer, que ce soit férié ou pas. Donc plutôt que de se retrouver avec une grève sauvage et plus ou moins illégale, on institutionnalise la chose pour que ça soit plus calme. Le 1er mai va ensuite poursuivre, parce que même si la journée de 8 heures est obtenue, ça reste une journée de lutte pour obtenir d'autres droits. Et puis en plus, c'est une journée internationale, donc en soi, tant que tout le monde dans le monde n'a pas la journée de 8 heures, il y a des raisons de se mobiliser. Donc il y a des 1er mai, avec des importances variables, ça va dépendre du contexte, mais ce qu'on observe globalement, c'est que ça s'étend à plus de villes, c'est qu'il y a également des événements festifs qui s'organisent autour, des balles, des concerts, des théâtres, il y a des meetings aussi qui tiennent dans les bourses du travail, également dans la rue, mais aussi dans des salles communales, là où il y a des municipalités communistes et socialistes, ce qui est le cas dans de plus en plus de villes durant cette période. Et pour faire un petit point international, en URSS, le 1er mai est aussi une journée de manifestation, mais là, très institutionnalisée par le régime dit communiste, puisque c'est un jour férié, et que ça représente ce pourquoi le régime est censé se battre. Dans les faits, c'est différent. Donc du coup, en France, le 1er mai devient une journée festive, en plus d'être une journée de lutte. Il y a vraiment l'aspect festif de fête des travailleurs qui se développe. Au niveau des 1er mai emblématiques, il y a évidemment celui de 1936 qui se déroule entre les 2 tours de l'élection législative qui va mettre au pouvoir le Front Populaire. Donc c'est un moment de lutte, c'est un moment d'espoir. On veut aussi faire pression pour s'assurer que le gouvernement qu'on va mettre en place, le Parlement qu'on élit, va tenir ses promesses et accorder les revendications sociales. Et c'est également un 1er mai antifasciste, avec le contexte international. Et au niveau des 1er mai antifascistes, moins connus, mais il y a celui de 1934, qui se déroule après le 6 février 1934, lorsqu'il y a eu les marches d'extrême droite, où une partie ont tenté de marcher sur l'Assemblée nationale, qui a fait craindre le risque d'un coup d'État fasciste en France, qui a provoqué le début d'unions syndicales et politiques qui ont conduit à la création du Front Populaire.
Donc ce 1er mai-là, c'est un 1er mai unitaire, c'est un 1er mai massif de riposte antifasciste face à ce qui s'est passé en France, mais également face à ce qui s'est passé en Allemagne l'année précédente avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler, face à ce qui se passe en Italie depuis désormais une douzaine d'années, avec le Mussolini au pouvoir. Cependant, les 1er mai vont après être un peu perturbés par le contexte international, que ce soit en France ou ailleurs. Alors, on va profiter pour faire un point international. En Italie, il y a une fête du travail qui est mise en place, mais qui est décalée et n'est plus le 1er mai, mais c'est mis à une autre date, le 21 avril, qui est considérée comme la date légendaire de la fondation de Rome. Et donc, ce sera la Festa del Lavoro Italiano, fête du travail italien. En Allemagne, le 1er mai est repris par les nazis pour faire une grande journée de cortège et ainsi faire une récupération sur cette date symbolique pour tenter de fidéliser le mouvement ouvrier, mais en sachant que voilà, c'est plus une journée revendicative, c'est institutionnalisé, et les syndicats qui du coup ont été interdits de toute façon n'y ont plus mot à dire. Donc on prend ce truc de gauche et on en fait un truc bien de droite. Et en France, ben, avec Pétain, là aussi c'est repris. Et là ça devient fête du travail. C'est à ce moment-là qu'on a le terme fête du travail qui est utilisé. Parce que ben, Pétain c'est travail, famille, patrie. Donc on est en plein dedans. Le côté travail, du coup, par le 1er mai. Mais là aussi, débarrasser des syndicats qui ont été interdits, de tout ce qui est de gauche qui est combattu, et c'est une journée pour fêter le fait de travailler, la valeur travail. Il faut travailler pour le pays, pour la patrie, et pas revendiquer des avantages sociaux. Donc c'est vraiment un thème très différent. Et c'est aussi à partir de ce moment-là que le muguet va s'imposer comme fleur, parce qu'avant c'était plutôt la fleur d'églantine, parce qu'une des manifestantes de Fourmi qui est morte avait une fleur d'églantine sur elle, et comme en plus c'est une fleur rouge, ça allait bien avec le mouvement ouvrier. Et après la guerre, alors on va pas vouloir remettre le 1er mai parce que c'était associé au régime de Vichy, mais les syndicats et le mouvement ouvrier, le mouvement communiste, ben eux ils tiennent à cette journée qui est à eux depuis des années. Donc ils la remettent en place, mais en la rechargeant du côté lutte sociale, progressiste et fête des travailleurs et non pas fête du travail. Cependant, en 1948, pour être mise en place officiellement avec un jour férié, ben, la dénomination qui va être choisie, c'est celle de fête du travail. Donc on reprend à ce moment-là la dénomination vichiste, et c'est celle qui est reprise par les médias. Donc certes, officiellement, en France, c'est fête du travail, mais cette dénomination est une dénomination vichiste. Et donc, bah, beaucoup des gens qui participent à cette fête du travail, les syndicats, les mouvements politiques, et au niveau international, on dit le terme de fête des travailleurs, parce qu'on refuse ce terme vichiste, tout simplement. Et que ce qu'on fait, c'est pas le travail, mais c'est les travailleurs. Et par la suite, bah, les 1er mai vont se poursuivre avec des intensités variables. On a le 1er mai 1968, évidemment, qui est vu comme le début du mouvement de mai 68. Alors, il avait déjà commencé un peu avant, mais c'est un peu une date symbolique qui lance ce grand mois de lutte qui va aboutir à d'importantes avancées sociales, avec une augmentation de 35% des salaires minimums, une baisse du temps de travail, et de grands cortèges qui vont réunir 100 000 personnes à Paris, dans un contexte particulier, puisqu'en fait, le 1er mai avait été un temps interrompu. Suite à la guerre d'Algérie, on avait le pouvoir de manifester, et donc là, c'est un peu un retour de cette mobilisation. Donc c'est un gros succès de pouvoir réussir à faire une grande manifestation dans ce contexte-là. Après, il y a le 1er mai présidentiel, puisque du coup, depuis 1974, l'élection présidentielle se tient entre avril et mai, et souvent, alors c'est pas le cas cette année, mais quasiment à chaque fois, le 1er mai se déroule entre les deux tours. Du coup, c'est toujours, lors des élections présidentielles, un moment aussi de revendiquer et de faire pression sur les candidats pour exprimer, voilà, pour défendre un programme social. Et en fonction du contexte, notamment le 1er mai 1980, avec l'espoir Mitterrand, qui va être important, le 1er mai 2002, qui va être un 1er mai antifasciste après l'arrivée au pouvoir de Jean-Marie Le Pen, le 1er mai 2012, qui a été aussi un moment de lutte contre Sarkozy, qui avait été, notamment avec la réforme des retraites en 2010, très hostile au mouvement ouvrier, au mouvement de lutte syndicale. Et donc voilà, le 1er mai qui se poursuit encore aujourd'hui, qui a été un peu perturbé par la crise sanitaire, mais les cortèges reprennent désormais. Et du coup, aujourd'hui, je suis normalement, au moment où vous regardez cette vidéo, enfin ça dépend à quelle heure vous la regardez et quel jour vous la regardez, mais il est possible que quand vous la regardiez, je sois en cortège. Et pour finir cette vidéo, je vais faire un petit point muguet, puisque du coup, c'est aussi associé à la vente du muguet. Et ça vient d'où? C'est assez ancien, et ça vient même d'avant la fête des travailleurs. Donc, parenthèse, muguet, cette plante printanière déjà fleurit à cette période. Donc ça tombe bien, c'est bien calé. C'est une plante qui a une image positive, notamment chez les Celtes, où elle était considérée comme un porte-bonheur. Et la tradition donc un peu se perpétue autour du muguet, mais pas forcément institutionnalisée. Mais au Moyen-Âge, elle existe, et elle va avoir un statut quasi officiel en 1561, lorsque le roi Charles IX va décider à cette date d'offrir un brin de muguet à chaque dame de la cour et de le faire chaque année. Donc ça va un peu se maintenir dans les milieux élitaires, mais ça va pas se répandre dans les milieux populaires avant 1900. Et là, en fait, c'est cette date-là,
on a des grands couturiers parisiens qui décident d'offrir un brin de muguet à toutes les femmes qui vont venir dans leur magasin ce jour-là. Et donc là, ça va toucher un public un peu plus large, mais pas encore réussir à concurrencer l'églantine, qui, comme je vous l'ai dit, était la fleur associée à la fête des travailleurs. Et en fait, c'est que sous le régime de Vichy où le muguet s'impose vraiment, parce que le muguet, c'est moins politique que l'églantine. C'est blanc, pas rouge, c'est pas associé aux martyrs. Donc, on impose vraiment le muguet, et ça va rester. Autant le reste de l'aspect vichiste a été un peu plus effacé, mais le muguet va vraiment être repris, et même repris dans le mouvement syndical et communiste, avec là notamment le fameux muguet du Parti communiste qui vendent chaque année lors des cortèges du 1er mai. Donc j'ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu et à commenter pour dire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde!